L'amitié entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré aura connu bien des rebondissements. Avant de le trahir et de prendre sa place à la tête du Burkina Faso en 1987, Blaise Compaoré avait été la pièce maîtresse du coup d'État mené par Thomas Sankara 4 ans auparavant. Dans cet épisode 2 d'Amitié et Trahison, nous vous proposons de revivre le plan génial imaginé par Thomas Sankara et par celui qui fut son fidèle de la première heure et traître de la dernière heure, Blaise Compaoré. Laissez-moi vous raconter comment cette révolution soigneusement planifiée aurait pourtant pu échouer au dernier moment, un échec qui aurait pu conduire l'intégralité de ses partisans vers une mort certaine. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de cette série, qui raconte la rencontre et les origines de l'amitié entre les deux hommes, vous trouverez le lien dans la description. Mais désormais, plongeons-nous dans le Burkina Faso bouillonnant des années 1980, qu'on appelle alors encore par son nom colonial, la Haute-Volta. L'année 1983 est une année cruciale dans l'histoire politique du Burkina Faso. En janvier, alors que Thomas Sankara est pressenti pour devenir président de la République, après le coup d'État mené par le Comité du Salut du Peuple qu'il a aidé à créer en novembre 1982, il décide finalement de se mettre en retrait en janvier, au profit de Jean-Baptiste Ouédraogo, qui fait de lui son Premier ministre. Mais cette configuration inattendue va très vite voir naître des tensions entre le président et son Premier ministre. C'est ainsi que le 17 mai 1983, le président fait arrêter son Premier ministre devenu encombrant, et Thomas Sankara est jeté en résidence surveillée. La raison officielle, les amitiés du capitaine Sankara avec le colonel Kadhafi, qu'il a reçu à Ouagadougou 2 mois plus tôt contre l'avis du président, qui voit d'un mauvais œil le dirigeant libyen. Cette arrestation provoque des manifestations de rue, organisées par les groupes révolutionnaires clandestins afin de soutenir Sankara, mais surtout pour contester l'exercice du pouvoir de Jean-Baptiste Ouédraogo. Blaise Compaoré réussit à passer à travers les mailles du filet et fuit la capitale pour rejoindre sa base de Pau, où il établit ses quartiers généraux. De nombreux partisans civils vont l'y rejoindre, et une partie d'entre eux y suivront une formation militaire. Des armes vont être livrées à Pau, fournies par Mouammar Kadhafi, bien décidé à soutenir son ami. Ces équipements ont transité par le Ghana, dont les frontières sont proches de la ville de Pau. 2 clans s'affrontent alors au sein de l'armée, tandis que les idées révolutionnaires ont très largement gagné les couches moyennes non commerçantes, les élèves et les fonctionnaires. Les affrontements du 4 août 1983 traduisent en réalité la rupture idéologique profonde entre les deux camps, et le résultat d'un long processus, la convergence des conditions objectives et subjectives constituant le terreau où peut naître une véritable révolution. Cette journée du 4 août 1983 commence comme une matinée ordinaire à Pau, une ville près de la frontière du Ghana au Centre national d'entraînement commando. Cette base, créée par Thomas Sankara quelques années plus tôt, était alors dirigée par Blaise Compaoré, dont Sankara avait obtenu qu'il le remplace à la tête du centre en 1981. Les militaires se lèvent à la première heure, comme à leur habitude. Compaoré, son adjoint Gilbert Diendéré et les sous-officiers tiennent un bref meeting, suite auquel les commandos partent s'entraîner comme d'ordinaire, avant de profiter d'un temps de quartier libre. Tout semble normal. À Ouagadougou, en revanche, la situation est explosive depuis quelques jours. Une certaine effervescence a gagné la ville, et chacun attend avec angoisse de voir quel sera le dénouement de cette crise. Les partisans de Sankara et leurs commandos surentraînés font face à un camp adverse quelque peu désorganisé, tiraillé entre le président Jean-Baptiste Ouédraogo, qui espère encore l'apaisement, et l'aile droite du gouvernement qui, elle, veut écraser les troupes du révolutionnaire. Les civils continuent à massivement rejoindre la ville de Pau pour se mettre au service de Blaise Compaoré. Et le capitaine Sankara, quant à lui, l'homme central de cette révolution qui gronde, est toujours enfermé dans sa résidence surveillée. Profitant du désordre qui règne au gouvernement, les révolutionnaires, militaires et civils sont parvenus à mettre en place un système de communication secret à travers le pays, permettant une liaison efficace entre la capitale, leur base de Pau, et les différentes villes de garnison où les amis de Sankara ont des partisans. Une réunion du camp rebelle se tient fin juillet. La date de la prise du pouvoir, minutieusement préparée, est fixée au 1er août. 2 jours avant la réunion, Blaise Compaoré avait fait le déplacement à Ouagadougou, où il avait participé à un bal. Au cours de celui-ci, l'homme s'était éclipsé, feignant, comme il en avait l'habitude, de partir avec une jolie fille. Personne n'y prêtait attention, car l'officier était précédé par sa réputation de tombeur. En réalité, c'était Thomas Sankara qu'il était parti retrouver afin de peaufiner les derniers préparatifs. Leur plan parfait incluait de provoquer une panne d'électricité massive ainsi que la coupure de toutes les lignes téléphoniques,
grâce à l'aide de différents contacts de la société civile qui soutenaient en secret le mouvement révolutionnaire. Le 1er août, le plan entre en action, partiellement. Les communications téléphoniques sont brouillées grâce à la collaboration de Mousbila Sankara, un oncle de Thomas Sankara travaillant à l'ONATEL, l'Office national des télécommunications, où un groupe de partisans soutient le capitaine. La plupart sont militants du PAI, le Parti africain d'indépendance, une organisation clandestine. Mais tout le plan est annulé au dernier moment, et Mousbila Sankara doit retourner au centre en pleine nuit afin de rétablir les communications, avant que qui que ce soit ne remarque l'anomalie. Le plan est ensuite repoussé au 3 août, puis au 4. L'inquiétude grandit au sein du camp rebelle. Plus le temps passe, plus le risque qu'un homme parle ou qu'une erreur soit commise grandit, ce qui ferait tomber à l'eau toute la révolution. Le 4 août, vers midi, un officier rentrant de Ouagadougou rapporte à la base de Pau les bruits qui courent dans la capitale. Gabriel Somé-Yorian et Fidel Guébré, les leaders de la droite au sein de l'armée, s'apprêteraient à profiter de la fête de l'indépendance pour prendre le pouvoir à l'aide de leurs commandos en écartant Jean-Baptiste Ouédraogo. On dit même qu'ils prépareraient une opération militaire contre Pau. Il n'est plus possible de repousser l'exécution du plan, au risque de voir les ennemis politiques de Compaoré et Sankara s'emparer du pouvoir, réduisant à néant les armées révolutionnaires. C'est donc en ce début d'après-midi du 4 août, face à la perspective d'un échec cuisant et d'une destruction de toutes les forces partisanes de Thomas Sankara, que va se précipiter le plan du capitaine révolutionnaire. Thomas Sankara et Blaise Compaoré n'ont plus le temps. Ils sont désormais face au combat le plus vital et le plus grand de leur vie. Gagner contre Ouédraogo, contre l'aile droite de l'armée, et conduire la révolution du Burkina Faso. Ou perdre le combat et mourir. Vaincre ou périr, aimer ou trahir. Pour connaître la suite de leur dramatique histoire, ne ratez pas le 3e épisode d'Amitié et Trahison, disponible mercredi prochain sur Ekima News. On est ensemble.